Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour notre chronique Tour d'Israël. Et ce soir, je vous emmène dans le plus fameux parc national d'Israël. Nous partons à Masada. Masada, c'est le site du désert de Judée. Ce désert de Judée, situé à 45 km au sud-est de Jérusalem, où il ne pleut que quelques jours par an et où les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés l'été. Et c'est ici, en face de la mer Morte, que se trouve cette forteresse, ce lieu incroyable créé il y a plus de 2000 ans. Masada, c'est cette forteresse située en haut d'une montagne, d'un point de vue géologique, ce qu'on appelle un horst, une montagne détachée des autres montagnes et qui va monter à 400 mètres de haut. C'est sur ce lieu que le roi Hérode va construire une forteresse avec des palais, avec des bains romains et de quoi l'accueillir en cas de retraite forcée. On date avant le roi Hérode les premiers travaux et l'aménagement de Masada. On parle des Asmonéens, la fin de la dynastie asmonéenne qui va construire dans le désert plusieurs de ces forteresses, mais c'est le roi Hérode qui va faire l'essentiel des constructions que l'on peut encore voir aujourd'hui. Ce roi Hérode le Grand, ce roi client des Romains qui a régné en Judée entre -37 et -4, était très impopulaire et il avait besoin du soutien de Rome pour pouvoir régner. Il a donc craint tout au long de son règne que soit les Romains arrêtent de le soutenir, soit que le peuple se retourne contre lui. Il a donc décidé de se créer une prison dorée, une forteresse dorée, dans laquelle il pouvait se réfugier en cas de problème. Et nous n'avons pas de connaissance que le roi s'y soit effectivement réfugié. À plusieurs reprises, il va y cacher sa famille lorsque sa place va être en danger et qu'il va se présenter à l'empereur romain, mais lui-même ne s'est jamais caché à Masada. L'accès à Masada se fait traditionnellement par le chemin que vous voyez, qu'on appelle le chemin du serpent, un chemin qui monte pas mal et qui nécessite 45 minutes de marche. Mais attention, l'été, à cause des hautes températures, la montée à pied est interdite après 11 heures du matin. Heureusement, nous avons un téléphérique qui va nous permettre en quelques minutes d'arriver en haut du plateau de Masada. Une fois arrivé en haut, on va voir que ce qui est très original à Masada, c'est la capacité qu'ont eu les archéologues à rendre le site remarquable, mais en ne faisant quasiment pas de travaux, de légers aménagements, et nous allons voir tout au long de la visite ce grand trait noir que vous pouvez voir. Ce trait noir, il symbolise la partie retravaillé au-dessus par les archéologues, mais en dessous, c'est le site tel qu'il a été découvert. Donc ce que vous voyez là, ce sont des fresques avec des couleurs exceptionnelles, un état de conservation incroyable pour un site créé il y a plus de 2000 ans. Nous avons des milliers de mètres carrés d'entrepôts. En effet, le roi Hérode a fait tout pour que, en cas de besoin, il puisse rester ici pendant des années. Et donc quand le site a été fouillé dans les années 60 et 70, on a découvert ces mètres carrés avec des jarres contenant du vin, contenant de l'huile, contenant une espèce de compote de pommes, mais également ce qu'on appelle du garum. Le garum, c'était le ketchup de l'époque romaine, une sauce de poisson extrêmement salée qu'on utilisait pour accompagner les plats. Et évidemment, lorsque les archéologues ont trouvé ces jarres et ce garum, ils ont décidé de l'analyser pour voir de quoi il était composé. Et figurez-vous, il n'était composé que de poissons cachers. Ce roi Hérode, ce roi si décrié par les Juifs, a quand même fait tout pour pouvoir vivre comme un Juif et accueillir les autres comme des bons Juifs. Il n'y a que lui qui avait la puissance, le pouvoir et l'argent pour imposer que ce mélange de poissons soit uniquement constitué avec des poissons cachers. Ce que vous voyez maintenant, c'est la demeure identifiée comme celle du commandant de la garnison de Masada. En effet, lorsque le roi était absent, de manière permanente, il y avait une petite garnison qui gardait la forteresse. Et donc nous avons là un exemple typique de l'architecture la plus à la mode dans l'Empire romain, ce qu'on appelle un distillum inantis, c'est-à-dire une entrée magnifique de villa avec des colonnes et des piliers. Mais il s'agit uniquement de la demeure du commandant. Seul le roi Hérode peut vouloir imposer que même pour son commandant, on dépense autant d'argent et autant d'énergie, et quelque part c'est aussi un symbole. C'est un symbole de la puissance de ce roi qui veut dire « moi je peux, moi je fais ». Et même si on est au milieu du désert, à l'époque à 2 jours de marche de Jérusalem, au milieu de nulle part, on va faire venir les meilleurs artisans du monde romain pour faire les plus belles constructions à la mode de Rome. Masada, c'est également différents palais.
Nous avons des palais, un grand palais au nord, identifié comme celui que le roi s'était attribué, mais également un second palais qu'on va avoir sur le côté ouest. On voit des hauteurs, ces différents palais et tous ces entrepôts dont je vous parlais juste à présent. Le palais du côté nord s'étend sur 3 niveaux. 3 niveaux séparés d'une dizaine de mètres les uns des autres. Tout en haut, un niveau identifié comme celui qui servait à accueillir les invités. Au milieu, le niveau servant de salle de réception. On a d'ailleurs identifié des trous dans les pierres permettant de pouvoir y mettre des verres ou des boissons. Et tout en bas, le palais du roi Hérode. Pourquoi tout en bas? Parce que c'est le seul endroit d'où lui ne voit que la nature, que le vide, que le désert. Il n'a pas de vis-à-vis. Et je vous rappelle que nous sommes au nord, en Israël. Tout le monde recherche le nord parce que c'est là qu'il y a du vent et un petit peu moins de soleil. Et on retrouve également dans le palais du roi d'Hérode ces magnifiques fresques. Ces fresques, ces colonnes exceptionnellement bien conservées et, encore une fois, qui nécessitaient un argent colossal pour faire venir ses meilleurs artisans. Une autre vision de ces colonnes, ces palais nord qui nécessitent une bonne marche à travers des escaliers un peu abrupts et qui valent la peine d'être visités car souvent sont absents de la majorité des touristes. On va également avoir à Masada de nombreuses mosaïques. D'abord des mosaïques datant de l'époque romaine, donc des mosaïques très simples, des formes géométriques, aucune représentation humaine ou animale pour ne pas contrevenir aux lois juives, mais on verra plus tard également des mosaïques d'une autre période, elles, très différentes. Masada, je vous le disais, ce sont également des bains romains, parce qu'on ne peut pas imaginer un site, un palais, une forteresse romaine sans bains romains. Je vous rappelle que les Romains passaient plusieurs heures par jour dans ces bains romains, et ceux-ci sont exceptionnellement conservés. On va retrouver les différentes pièces classiques du bain romain, le frigidarium, le tepidarium et le caldarium. Le caldarium, la salle chaude, le tepidarium, la salle tempérée, et le frigidarium, bien sûr, la salle la plus fraîche. Donc même ici dans le désert, on va avoir une salle tempérée et une salle chaude. Et ce que vous voyez sur cette photo, c'est le système de chauffe qui existait à l'époque, et là aussi, il a été retrouvé dans un exceptionnel état de conservation. On voit ces grosses plaques qui permettaient à la chaleur de remonter. En fait, les Romains ont inventé le système du chauffage par le sol. Et nous avons juste à côté un fourneau. Et il faut savoir qu'à l'époque romaine où les esclaves étaient nombreux à travailler, on disait que la tâche la plus contraignante et difficile était celle de faire chauffer le bois pour les bains romains, puisqu'il fallait que la température monte de manière extrêmement forte. Masada, ce sont également des columbariums. Les columbariums, c'est pigeonniers. On en a retrouvé 2, on parle de plusieurs centaines de niches pour ces pigeons qui permettaient de communiquer à l'extérieur de la forteresse. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser des pigeons voyageurs et de quand cela date-t-il? Il faut savoir qu'en Israël, on a retrouvé de très nombreux sites avec des centaines de columbariums. Le plus important, c'est celui de Marécha Beth Guvrin, dans lequel il y a plusieurs milliers de ces niches. Comment est-ce qu'on... Alors, de quand ça date? Ça date de milliers d'années, parce qu'on sait qu'à l'époque israélite, à l'âge de fer, on utilisait déjà les pigeons voyageurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le pigeon voyageur il aille au bon endroit et pas chez son voisin? Simplement, on élève les pigeons dans un endroit et au bout d'un certain temps, on les prend et on les amène dans un autre endroit. Ce qui veut dire que le jour où ils vont être relâchés, ils vont directement retourner à l'endroit d'où ils ont été élevés. Malheureusement, ce système nécessite de ramener ensuite à pied ou à cheval le pigeon, puisque le pigeon ne va pas faire l'aller-retour. L'autre intérêt de ces pigeons voyageurs, c'est que le pigeon était un animal extrêmement utile pendant toute la dimension de l'Empire romain, mais également à l'époque israélite. En effet, le pigeon d'abord est un oiseau cachère, on peut utiliser ses excréments pour l'agriculture, ensuite on peut utiliser ses plumes pour faire du duvet, et enfin, c'était le Wi-Fi à l'époque. Donc le pigeon, un animal extrêmement utile dont on va retrouver les traces dans de nombreux sites. Maintenant, une des questions importantes, c'est Masada, un site créé par le roi Hérode, ou en tout cas aménagé par le roi Hérode, mais on sait que Masada a également été utilisé par les rebelles. Les rebelles qui se sont élevés contre le joug romain, qui, malgré la destruction du temple de Jérusalem, vont se réfugier à Masada pendant plusieurs années. On parle de 6 années, 1000 personnes, des dizaines de familles qui vont se réfugier à Masada et vont finir par être assiégées par les Romains. Et ces familles, ces zélotes très religieux, évidemment, vont utiliser une synagogue.
Donc ce que vous voyez est un espace qui n'était pas une synagogue à l'époque du roi Hérode, mais qui a été transformé en synagogue. On voit les colonnes, on voit ces bancs caractéristiques des synagogues de l'époque romaine. Mais il faut savoir qu'à l'époque du Temple de Jérusalem, les synagogues n'étaient pas utilisées comme des lieux de prière. On le sait grâce à une inscription qu'on a retrouvée dans la cité de David. Les synagogues étaient des lieux d'étude, des lieux de rassemblement, mais la prière se faisait dans un seul endroit, au Beit Hamikdash, au Temple de Jérusalem. Il y a donc très peu de synagogues qui datent de l'époque du Second Temple. Masada fait partie de cette petite dizaine de synagogues que nous avons retrouvées en Israël, qui existaient à l'époque du Temple de Jérusalem. Masada, ce piton rocheux où le roi Hérode espérait pouvoir faire une retraite, devait avoir beaucoup d'eau. Et donc on va retrouver énormément de citernes d'eau. Il faut savoir qu'à Masada, ces citernes ont une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau. Ce qui veut dire qu'avec une seule journée de pluie, on peut avoir de l'eau pour 1000 personnes pendant un an. Comment est-ce possible? Ça, c'est le génie du roi Hérode. Et on sait qu'il a participé activement, personnellement, à l'ensemble des constructions qu'il a faites. Que ce soit Hérodion, Masada, Césarée ou le Temple de Jérusalem, nous avons les traces du roi qui a personnellement travaillé sur ces différents projets. Et donc, pour revenir à l'eau, il va utiliser un système ingénieux pour canaliser les eaux de pluie. Je vous le disais tout à l'heure, dans le désert, il ne pleut que quelques journées par an. Mais quand il pleut énormément. Il pleut énormément et ça crée des torrents, des coulées, des inondations parce que le sol est tellement sec que la pluie ne peut pas s'infiltrer. Et donc le roi va créer un système pour canaliser ces eaux de pluie et les faire rentrer dans différentes citernes tout le long de cette forteresse. Et ensuite, par un petit chemin, cette eau va pouvoir être montée à dos d'âne dans des citernes situées sur le site lui-même. Ce sont donc des très belles citernes qu'on peut apprécier et qu'on peut voir, qui datent d'il y a 2000 ans. Je vous parlais des zélotes, ces zélotes qui vont se réfugier à Masada et qui vont résister au siège des Romains. Et le siège des Romains va être un moment extraordinaire. C'est l'une des raisons pour laquelle le site de Masada a été, au patrimoine mondial de l'UNESCO, le premier site israélien. On a retrouvé des traces de ce siège romain à travers des camps romains, différents camps romains, 9 camps romains répartis tout autour de la forteresse, mais également un mur qui reliait ces différents camps romains et qui en fait encerclait la forteresse. Ce mur de près de 3 mètres de haut qui marque un point, c'est qu'on fait un siège, les assiégés sont de l'autre côté du mur et qu'ils ne peuvent pas passer. Dans ces camps romains, on a retrouvé évidemment de la poterie, de la vaisselle, des pièces, des bijoux et des armes utilisées par les Romains. La fin de l'histoire de Masada, la fin du siège, va être possible grâce à la création d'une rampe de siège. Cette rampe de siège, c'est cette rampe artificielle créée par des esclaves, en grande partie juifs, et qui vont permettre de faire monter une tour, un bélier, et au-dessus, des soldats qui vont pouvoir attaquer et rentrer dans la forteresse. Et c'est donc un matin que les Romains vont rentrer dans la forteresse. On a retrouvé des dizaines de têtes de flèches et des pierres de catapulte utilisées par les Romains pendant ce siège. Nous sommes en l'an 73 ou 74 de notre ère. À la fin du siège de Masada, voyant que les Romains vont arriver effectivement et décimer la population, nous avons Éléazar ben Yaïr, le leader de ces zélotes, qui va faire un grand discours et dire qu'il vaut mieux mourir en homme libre que de finir avec des enfants esclaves et des femmes violées sous le joug des Romains. Et donc il parle d'un tirage au sort où 11 personnes vont être désignées pour tuer l'ensemble de ces familles, s'entretuer et le dernier va se suicider. On connaît cette histoire grâce à Flavius Joseph. Flavius Joseph qui n'a jamais mis les pieds à Masada. Mais 2 femmes et 3 enfants qui auraient entendu ce discours se seraient cachés dans des jarres et auraient rapporté des années plus tard à Flavius Joseph la tenue de ce discours. Dans son livre, Flavius Joseph raconte sur plusieurs pages le discours d'Éléazar ben Yaïr. On peut être sceptique sur la capacité de ces 2 femmes et de ces 3 enfants à entendre de manière très précise ce discours d'Éléazar ben Yaïr, à l'apprendre par cœur pour pouvoir le réciter des années plus tard à Flavius Joseph. Et nombreux historiens et archéologues vont être très sceptiques sur la véracité de ces propos, sur cette idée de suicide très éloignée des valeurs juives, sauf que les archéologues ont découvert 11 ostracas. Ostracas, ce sont des tessons de la poterie
qui, cassés, étaient utilisés pour pouvoir y inscrire des informations. Et sur ces 11 ostracas, on a retrouvé les noms de famille des 11 personnes citées par Flavius Joseph dans le choix de cette fin de vie. Le doute est permis, toujours est-il que nous avons des preuves archéologiques qui permettent de douter sérieusement de ce qui s'est réellement passé à Masada. Masada va être abandonné. Après la prise du site par les Romains, une garnison va rester quelques années, puis le site va être laissé à l'abandon. Environ 400 ans plus tard, des moines, à l'époque byzantine, vont occuper Masada. On parle d'une dizaine, d'une quinzaine de moines qui vont construire une chapelle que vous voyez maintenant, qui est identifiée comme chapelle, notamment par son orientation et cette ouverture à l'est, puisque depuis le début de la construction des églises, l'orientation de l'église se fait à l'est. Également sur le côté de cette église, des mosaïques, et là très différentes des mosaïques romaines dont on parlait tout à l'heure, des mosaïques colorées, des formes, mais également des représentations de fruits et d'animaux. Après ces moines byzantins, au VIe siècle, le site va être abandonné. Et il faudra attendre près de 1500 ans pour que le site soit redécouvert, puis fouillé par les archéologues avant de devenir un site mythique dans l'histoire d'Israël. Nous sommes dans les années 60, Israël est indépendant, Israël a gagné la guerre d'indépendance, mais est entouré de voisins arrogants, très armés, qui menacent tous les jours de détruire Israël et de refaire la guerre. Et donc Masada, ce site utilisé par une poignée de zélotes contre cet empire romain, est devenu le symbole de résistance de ce jeune pays d'Israël contre ses voisins agressifs. À tel point que des timbres ont été émis et cette mention, Masada, ne tombera pas une deuxième fois. Masada, c'est donc un site extraordinaire. C'est un site sur l'histoire du roi Hérode et de ses constructions, c'est un site sur les Zélotes et le siège des Romains, un site symbolique de l'histoire d'Israël que je vous invite à visiter, une très belle visite à faire, surtout avec ce paysage, cette mer morte et ce désert de Judée qui vous entoure. À très bientôt pour une nouvelle visite sur Tour d'Israël sur Tandem TV.